Des vélos, des trains et des Porsche, de guerre, des traités et du café. Bienvenue sur la Vennbahn, en Belgique en Allemagne. Quoi? Oui, en Belgique en Allemagne. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Une ligne à tenir. Peut-on voyager à l'étranger, mais sans quitter son pays? Vous répondez non, évidemment. Eh bien pourtant c'est possible. À condition d'être belge, à condition de visiter l'Allemagne, et à condition d'emprunter la Vennbahn, une piste cyclable belge qui, sur une trentaine de kilomètres, a un tracé étrange. Ici, en effet, près de la frontière, la Vennbahn rentre plusieurs fois en Allemagne. Et comme la Vennbahn est un territoire belge, cela crée une bande de Belgique en Allemagne, mais aussi réciproquement 5 enclaves allemandes en territoire belge. Ça va? Vous suivez? Bon, reprenons. La plus grande de ces enclaves, Mützenich, fait un peu plus de 12 km². La plus petite, Rückschlag, a la taille de 3 demi-terrains de foot. Et les 5 enclaves abritent à peu près 3000 habitants. Et comme la bande de terre belge fait très souvent 10 à 20 mètres de large, on peut donc effectivement visiter l'Allemagne tout en restant en Belgique lorsqu'on circule sur la Vennbahn. Mais qui a eu l'idée d'une frontière aussi étrange? Réponse dans l'histoire, évidemment. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Et près de la frontière entre l'Allemagne et la Belgique, on trouve les Hautes-Fagnes et l'Eifel, des régions élevées, reculées, où les hivers sont rudes. L'Eifel est même surnommée la Sibérie rhénane. Pour désenclaver ces deux régions, les Allemands décident en 1882 la construction d'une ligne de chemin de fer qui ira d'Aix-la-Chapelle à Trois-Vierges, au Luxembourg. Ce qui permettra aussi de relier l'Alsace-Lorraine, qui est, rappelons-le, sous contrôle allemand depuis la guerre de 1870 avec la France. 7 années plus tard, en 1889, on a inauguré les voies, les gares et les viaducs de cette nouvelle ligne de 125 km qui prend le nom de Vennbahn, du nom allemand de Haute-Fagne, Hohesfen, et de Bahn, qui en allemand veut dire voie ou ligne. Logique le nom, quoi. Les trains qui circulent alors sur la Vennbahn transportent des travailleurs vers Aix-la-Chapelle, du charbon vers les aciéries de Lorraine, et de l'acier vers les industries allemandes. Au plus fort, sur certaines sections, il passe 30 trains par jour. Le succès est tel qu'il faut doubler les voies et augmenter la vitesse à 40 km/h. Pour l'époque, c'est rapide, oui. Et dans les localités traversées par la Vennbahn s'ouvrent des commerces, des hôtels, des débits de boissons. Car au beau jour, ces trains emmènent aussi de nombreux touristes vers les prairies des Hautes-Fagnes et les vertes vallées de l'Eifel. Avec la Vennbahn, on peut donc déjà visiter l'Allemagne. Et c'est plutôt sympa. Mais voilà la Première Guerre mondiale. Et pour attaquer la France, les Allemands passent par la Belgique, pourtant neutre dans le conflit. Le 4 août 1914, 60 000 soldats partent ainsi d'Aix-la-Chapelle vers Liège en Belgique. Et durant toute la guerre, la Vennbahn, comme toutes les lignes du coin, est un maillon essentiel de la logistique militaire de l'Allemagne. Mais après 4 ans de combat, le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Les Allemands ont perdu, et les Alliés, sous l'influence de Georges Clemenceau, qui dirige alors la France, imposent le sévère traité de Versailles, signé en 1919. L'Allemagne doit alors verser de lourdes indemnités aux vainqueurs, et perd aussi une grosse partie de son territoire. La France récupère ainsi l'Alsace-Lorraine, perdue en 1870. Quant aux Belges, traumatisés par l'occupation allemande, ils obtiennent en réparation 2 régions, qu'on appellera plus tard cantons de l'Est. 50 000 personnes, majoritairement des germanophones, deviendront ainsi belges, sans qu'on leur ait vraiment demandé leur avis d'ailleurs. Mais avec cette annexion, la Vennbahn pose désormais problème. Et oui, elle est maintenant à cheval sur la frontière. Et comme c'est une ligne stratégique, les Belges décident de l'annexer en totalité. C'est donc là que naît notre tracé de frontières compliqué. Sauf qu'à l'époque, ça l'est un petit peu plus. Et comme c'est compliqué, en 1929, Allemands et Belges négocient des règles très précises d'exploitation de la Vennbahn sur le tronçon qui passe en Allemagne. À l'entrée du tronçon, les voyageurs en transit sont contrôlés par les douaniers belges, puis par les douaniers allemands, avant de déposer leurs bagages dans un wagon scellé. Et ce n'est que 30 km plus loin, quand la ligne repasse en Belgique, qu'on peut récupérer ses bagages, après avoir subi de nouveaux contrôles.
A l'inverse, les voyageurs allemands sont libres de circuler sur le tronçon. D'ailleurs, la langue allemande et la monnaie allemande y sont obligatoires, et en cas de doute, les règles allemandes s'appliquent sur la ligne. Bah alors, on est en Belgique ou en Allemagne, faudrait savoir. Et il y a plein d'autres règles hyper compliquées le long de la frontière pour réglementer les passages de marchandises et de population. La Vennbahn est donc devenue un gros casse-tête frontalier. Et comme ces trains sont désormais trop lents, et que les rapports des deux pays se tendent avec la montée du nazisme, inévitablement, le trafic baisse. Bref, avec la Vennbahn, désormais belge, on peut toujours visiter l'Allemagne. Mais c'est beaucoup moins sympa qu'avant. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale commence. En mai 1940, les Allemands envahissent à nouveau la Belgique. Et la Vennbahn et les cantons de l'Est sont réintégrés à l'Allemagne. Leurs habitants, à qui on n'a toujours rien demandé, redeviennent alors citoyens allemands. Mais 5 ans plus tard, en 1945, la défaite allemande déplace la frontière dans l'autre sens. Tout ça pour ça. Les Belges veulent alors en profiter pour simplifier la frontière. Et ils obtiennent le feu vert des Alliés pour annexer les enclaves de la Vennbahn, avec quelques petites parcelles supplémentaires. 4000 Allemands, qui n'ont toujours pas donné leur avis, sont concernés. Mais le 16 avril 1949, les Belges renoncent finalement à la plupart des annexions. Et seuls 500 Allemands deviennent finalement belges. On doit ce renoncement à Paul-Henri Spaak, chef du gouvernement belge, qui a pris conscience qu'il ne fallait plus humilier les vaincus. Et en Allemagne, on accueille avec soulagement la nouvelle. Sauf dans l'enclave de Mützenich, où le conseil communal de la ville envoie une pétition au gouvernement belge demandant son intégration à la Belgique. L'affaire fait scandale, et les édiles de Mützenich sont suspendus par les autorités allemandes. Et ce n'est que 5 mois plus tard, après promesse d'une aide financière, que la ville abandonne ses velléités sécessionnistes. Dans cette Allemagne d'après-guerre en ruine, on peut comprendre qu'il est tentant de s'inviter chez le voisin, dont la santé économique est bien meilleure. D'ailleurs, pour s'en sortir, les habitants de Mützenich se sont lancés dans une drôle de contrebande, comme beaucoup d'Allemands vivant près de la Belgique. Dès 1948 en effet, l'Allemagne taxe le café 10 marks par kilo, et il devient alors très rentable d'acheter du café beaucoup moins cher en Belgique et de le revendre sous le manteau en Allemagne. Certains trafiquants utilisent alors de vieux camions militaires au blindage bricolé et appelés « Café Panzer ». Avec ces tanks artisanaux bourrés de café, ils forcent les barrages de police et jettent des clous sous les pneus des voitures lancées à leurs trousses. Pour arrêter ces véritables go-fast, les policiers allemands se dotent alors de Besen-Porsche, des Porsche équipés de balais pour protéger leurs pneus et roulant à 180 km/h, bien plus rapide que les trains de la Vennbahn. Et la répression est féroce, les douaniers ont le droit de tirer. Cette véritable guerre, appelée Front du Café d'Aix-la-Chapelle, fera en tout 33 morts et des centaines de blessés, jusqu'à l'arrêt des trafics en 1953, lorsque la taxe sur le café passe à 4 marks par kilo. Mais si les trafics cessent, c'est également grâce au miracle économique allemand, qui verra bientôt la nouvelle Allemagne fédérale devenir la deuxième puissance économique mondiale. Et c'est aussi à cette époque que les relations avec la Belgique s'apaisent. Par un traité signé en 1956, les Belges rendent en effet à l'Allemagne la majorité des quelques territoires annexés en 1949, et rendent aussi une forêt qu'ils ont prise aux Allemands après la Première Guerre mondiale. Et un des artisans de ce traité est encore Paul-Henri Spaak, alors ministre des Affaires étrangères de son pays. Décidément homme de paix, il signera aussi l'année suivante le traité de Rome, première pierre de la future Union européenne. En attendant, le traité de 1956 signé avec les Belges engage aussi les Allemands à verser 4,9 millions de Deutschmark pour l'entretien de la Vennbahn. Mais le trafic de la ligne, décidément trop lente, ne cesse d'y diminuer. Quelques trains à vocation touristique tentent bien de la faire revivre à la fin du XXe siècle, mais en 2003, à cause de l'instabilité du terrain, la Vennbahn ferme définitivement. Et c'est donc en 2012 qu'elle renaît sous forme de pistes cyclables, évidemment. Et pour le coup, enfin, visiter l'Allemagne en empruntant la Vennbahn est devenu très sympa. Ben oui, avec l'ouverture des frontières en 1995, l'ancien casse-tête pour passer d'un pays à l'autre est définitivement enterré. Et puis, la piste cyclable traverse aujourd'hui le parc transfrontalier des Hautes-Fagnes-Eifel. Et c'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est beau. Et au fait, les germanophones des cantons de l'Est, annexés en 1919, que sont-ils devenus ? Eh bien, ils font aujourd'hui partie de la très officielle communauté germanophone de Belgique, qui regroupe 9 communes des cantons de l'Est, et qui a son propre gouvernement, son propre parlement, et des compétences régulièrement étendues.
L'allemand est d'ailleurs aujourd'hui une des 3 langues officielles de la Belgique, avec le français et le néerlandais. La Vennbahn n'est donc plus une frontière, mais bien un trait d'union entre la Belgique et l'Allemagne.